Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vis-à-vis, l'heure humaniste de Direct 8 et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau de Solidarité. Les vertus du sport ne sont plus à démontrer, les disciplines sportives s'adressent au plus grand nombre et chacun peut y trouver un terrain d'expression, une source de bien-être adaptée à sa personnalité et à ses goûts. Le sport s'est démocratisé dans notre société et ses valeurs humanistes et citoyennes le placent dans le champ de la solidarité et il existe des situations où le sport se pose comme un véritable levier de renaissance pour des personnes en souffrance, en situation de handicap, d'exclusion, de discrimination. Le 3 novembre dernier avait lieu au Sénat la finale de l'appel à projet Fais-nous rêver, organisé chaque année par l'Agence pour l'éducation par le sport, qui récompensait 10 actions associatives notamment, il y a d'autres prix, on le verra, axés donc sur le sport et la solidarité. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir quelques lauréats de ces éditions, et de l'édition de l'an dernier et aussi de l'édition 2004. La renaissance par le sport, c'est le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui pour vous dans Solidarité. Donc pour en parler, 5 invités, tous, je vous le disais, lauréats. Tout d'abord, monsieur Marc Mollo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Voile au large et vous êtes accompagné de Philippe Marin, qui est membre actif Voile au large, chargé de la communication, c'est ça? Secrétaire et chargé Secrétaire, voilà, très bien. Alors l'histoire de votre association est liée à votre histoire à tous les deux. Marc Mollo, vous étiez un motard, vous êtes fait renverser par une voiture, donc diagnostic, fracture de la colonne vertébrale, hémiplégie, paraplégie? Paraplégie, exactement. Et pendant votre éducation à l'hôpital de René-Sabran, bien vous faites la rencontre de Philippe Marin. Vous, Philippe, à vos côtés, qui est aussi accidenté de la vie. Donc c'est une rencontre qui va aboutir ensuite à la création d'une magnifique association Voile au large. Et c'était il y a combien? En 94, c'est ça? En 94, oui. 94, voilà. Et c'est une association qui est affiliée à la Fédération française handisport et à la Fédération française de voile. Elle a pour but la réinsertion des personnes handicapées physiques et accidentées de la vie par la pratique de la voile, avec notamment des personnes valides. C'est très important qu'il y ait cette mixité. On le voit en général de façon transversale dans toutes les actions associatives où il y a du sport, où il y a de la rencontre, forcément. Il faut que ça se fasse aussi avec le monde des valides. Vous êtes lauréat de l'opération Fais-nous rêver de cette année 2006. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, Riyad a laissé son portable, mais c'est pas grave. Ça nous gêne pas, on n'entend pas plus que ça. Voilà. Vous pouvez téléphoner, c'est pas grave. Manuel Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur sportif à l'association Femmes Plus Sport Culture Formation à Dreux. C'est une association donc qui agit en partenariat avec les divers services sociaux de la ville afin de pouvoir encadrer d'une manière positive et de redynamiser un public souvent en difficulté. Donc c'est très important. Elle a pour vocation notamment de remettre des jeunes filles sur le chemin du sport, dans la pratique sportive, en particulier le football. Donc c'est audacieux. Voir aussi les femmes. Voilà, les jeunes filles, les femmes, j'y allais bien sûr. Et surtout, on verra que cette notion de renaissance, elle est contenue dans l'idée de les faire sortir de chez elles, de s'ouvrir au monde extérieur et de connaître enfin autre chose. Votre association est-elle aussi lauréate de l'opération Fais-nous rêver de cette année? Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Christian Le Romancer, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de karaté-do. C'est quoi le karaté-do? Alors, le karaté-do, c'est une discipline japonaise qui vise essentiellement l'épanouissement de l'individu à travers la pratique. D'accord, c'est un peu moins violent que le karaté ou ça s'y rapproche quand même? Alors le karaté, c'est pas violent, que ce soit le karaté sportif oui, ou le enfin karaté l'idée qu'on s'en fait. Non, disons que le karaté-do, c'est plutôt une discipline où la recherche est basée essentiellement sur la recherche interne, la perfection technique, mentale et physique. Voilà. Alors vous êtes ici pour représenter l'école Nbontaise de karaté-do. Vous venez d'Nbon, donc en Bretagne. Oui, voilà. Voilà. Dans le cadre d'une collaboration avec le Centre communal d'action sociale, le projet Arts martiaux vise donc à favoriser l'insertion sociale des personnes en grande difficulté. Donc là, voilà, on est dans un problème économique, social, voilà. Enfin, ça va de la précarité à grande pauvreté quand même, et de la ville d'Nbon. L'école Nbontaise de karaté favorise ainsi l'accessibilité à la pratique du karaté-do, mais au-delà, eh ça permet à des personnes en marge de recréer du lien social et de renouer un petit peu un contact aussi avec les structures institutionnelles. C'est important. Voilà, tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, Riyad Salem, bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes déjà venu plusieurs fois. Vous êtes vice-président, alors c'est ça, vice-président de l'Agence de l'éducation pour le sport et vice-président de Cap Sahara.
Directeur de CAPSA. Ah oui, bon, c'est tellement compliqué les noms des fonctions des uns et des autres. Directeur de CAPSA. Donc l'association déjà de l'Agence pour l'éducation pour le sport existe depuis 1996. Donc c'est elle qui a lancé l'opération Fais-nous rêver. C'est pour mettre en lumière tout simplement ceux qui changent la vie des autres grâce au sport. C'est donc l'objet de cette émission. Alors très vite, cette association va devenir une référence dans le secteur du sport et de la jeunesse. Et dès sa première année, plus de 100 associations s'adressent à elle. Et Jean-François Lamour, qui est à l'époque conseiller du président de la République, sera l'un des tout premiers justement à soutenir le projet Fais-nous rêver. C'est une association qui organise par ailleurs le Forum national Éducasport. On en parlera tout à l'heure, dont la prochaine édition se déroule à Angers du 15 au 17 mars 2007. Et vous êtes là aussi donc pour représenter CAPSA, qui existe depuis 1995. Alors vous, votre objectif, c'est de changer le regard des valides sur le monde du handicap, en animant notamment des opérations d'information, de sensibilisation auprès des enfants valides, des enseignants, des parents, auprès du grand public. Et pour toutes ces actions, eh bien, vous avez choisi d'utiliser comme vecteur le sport. Il faut préciser que vous avez été international de basket. Vous êtes encore? Je suis toujours. Toujours, ah oui. Toujours fidèle au... des vieux dinosaures de l'équipe de France. Et il en faut, oui. Ce sont ceux qui ont quand même une bonne expérience. Et le sport, voilà, qui suscite peut-être une meilleure écoute et possède une plus grande force de communication. C'est vraiment un vecteur puissant, notamment auprès des jeunes, qui sont donc source de projets et de richesses pour l'avenir. Donc, merci d'être avec nous. Puis on parlera aussi de ce couplage avec la musique. C'est important aussi. Absolument. CAPSA, ça a été ça. Alors, pour commencer cette émission, nous allons donc évoquer l'agence pour l'éducation, pour l'éducation par le sport. Voilà, qui est donc le pivot de votre présence à tous aujourd'hui. Et pour bien comprendre le rayonnement de cette opération Fais-nous rêver, eh bien, je vous propose quelques images qui présentent justement cette opération. L'idée fondatrice de l'Agence pour l'éducation par le sport, c'était au départ de valoriser toutes les actions sociales mises en place par les clubs, les associations, les gens du mouvement sportif qui s'inscrivaient en fait dans des démarches d'insertion, de prévention et de socialisation par le sport. Et notre idée avec Jean-Claude Perrin, c'était justement de faire reconnaître ces actions qui, de notre point de vue, n'étaient pas assez valorisées. Le sport, c'est excellent parce que dès tout petit, à partir de 5 ans, les gamins savent qu'il y a des règles et il faut les respecter. C'est vraiment un outil fabuleux. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que c'est une des seules structures, je pense, en tout cas dans le domaine jeunesse et sport, qui permet d'aller à la rencontre des petits projets. Parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui en France que plus on est petit et moins on se fait reconnaître, moins on est valorisé. Et par ce biais-là, il y a tout de suite, grâce à nous, je pense, un relais qui s'enclenche très rapide entre le niveau national, le niveau de reconnaissance, la valorisation et des petits projets. C'est pas une association qui prime comme ça, il y a un accompagnement réel. Un rêve à ciel ouvert. Alors chaque année, lors de notre appel à projet, on distingue une centaine d'initiatives sur le plan national et on reçoit entre 4 et 500 projets par an. Le premier primé a été le Biarritz Bowling Côte Basque, dans le Provençal. Fais-nous rêver à créer une solidarité nationale autour des questions d'éducation par le sport. Et je pense que c'est en rassemblant des entreprises, des acteurs locaux, des porteurs de projets qu'on arrivera à soutenir et défendre l'éducation par le sport. En avançant, un pas de plus en sachant fabriquer, réinventer le jardin sous mes pieds. Vous avez compris, je me suis engagé résolument à porter le projet de Fais-nous rêver, à en faire un outil d'expertise nationale. Je pense que ce projet et ce dispositif est arrivé aujourd'hui à maturité. On est au-delà de l'âge de raison. Je l'accompagne au travers de la mobilisation de mes services, que ce soit les directions départementales ou régionales, les établissements. Je ferai un certain nombre d'annonces, puisque le Premier ministre m'a demandé de travailler sur un renforcement de l'offre en matière de pratiques sportives dans les cités, de faire en sorte aussi d'améliorer la qualité de formation des éducateurs et d'offrir
dernier point qui me paraît essentiel pour cette politique et de faire du sport un vrai facteur de cohésion sociale, c'est un débouché pour ces jeunes dans le champ de l'activité sportive en tant que métier. Peur du fracas tout autour, peur de plus aimer l'amour, fais de ta peur une amie, ta volonté suffit. Donc l'ensemble des projets que vous avez dans la vie, si vous faites du sport, vous risquez certainement de les transformer. Tous ceux qui aiment la jeunesse, je leur dis, on a besoin de vous. Venez nous rejoindre. Alors, Riyad Salem, l'agence donc pour l'éducation par le sport, c'est vraiment devenu une structure incontournable aujourd'hui dans la collaboration sport et solidarité? Elle est complémentaire avec ce qui existe déjà, avec le comité olympique, avec d'autres structures. Mais c'est vrai que l'agence de l'éducation par le sport qui fait nous rêver, on était parti sur quelque chose de simple, qui était un constat, qu'il existait des associations un peu hybrides, qui rentraient en même temps dans le social, qui rentraient en même temps dans le milieu du sport et qui rentraient aussi dans l'éducatif. Et comment essayer d'aider ces structures à avoir un sens, parce que quand vous allez dans les administrations, si vous ne rentrez pas dans la bonne case, c'est pas évident d'avoir des aides ou de comprendre un peu ce qu'on fait. Donc on a essayé de faire en sorte que ces gens-là puissent être mis au devant de la scène, qu'on puisse créer un réseau pour que aussi ces personnes qui sont de terrain deviennent aussi des experts, parce qu'ils avaient une expertise que d'autres structures n'avaient pas. Donc le but du jeu, c'était de faire émerger un petit peu toutes ces énergies, tout ce bon sens, et d'expliquer que le sport n'est pas juste quelque chose qui est du domaine de la compétition, mais aussi de la notion éducative et de la formation et de tout un tas de choses qui fait la richesse d'une société. Voilà. Et comment alors les lauréats, les associations que l'on va soutenir sont-elles sélectionnées finalement, selon quels critères? Alors on fait un grand appel à projet au niveau national. Nous avons des représentants dans chaque région. On s'appuie sur des structures associatives qui ont peut-être été lauréats ou qui n'ont pas été lauréats, mais qui œuvrent un petit peu dans le même domaine que nous, parce que ça ne sert à rien de monter des milliers d'associations. Donc on utilise les forces vives sur le terrain, on diffuse une information, et après il y a des sélections qui sont départementales, régionales, pour arriver au final comme une compétition classique au niveau national. Oui, c'est ça. Et alors c'est des critères qui sont liés bien sûr quand même à la dimension citoyenne, de l'engagement, aux populations cibles visées quand même par leur action? On a plusieurs critères. Et c'est vrai que dans tous les critères qu'on va avoir, on a évidemment la solidarité, l'éducation, le handicap, la santé. Il y a tout un tas de choses. Et le critère qui réunit tout ça, c'est évidemment le sport, qui est ce fameux langage universel qu'on utilise dans le contexte éducatif. Alors Riyad, parlons un petit peu de vous, si vous le voulez bien. Vous avez une histoire hors norme à tout point de vue, je crois. Comment est-ce que votre existence de personne handicapée de naissance s'est construite autour du sport, et déjà comment les choses ont-elles commencé pour vous? J'étais un petit enfant qui est né en Tunisie, un enfant de la thalidomide. Donc je suis arrivé en France, j'avais 1 an et demi. Ce fameux médicament qui avait causé des malformations aux femmes enfants. Dans les années 60, 70 pour une grande autre partie de l'Afrique et de l'Asie et de l'Amérique latine, parce qu'il était déjà arrêté en France bien avant. Et j'ai passé une grande partie de ma vie dans les centres et les hôpitaux. Et j'étais un gamin assez agité. J'avais des éducateurs qui avaient du bon sens et qui ont un petit peu dirigé cette énergie qui était un peu éparpillée. Et ils m'ont mis au sport un peu pour me fatiguer. Et ça m'a donné vraiment du sens à tout ce que je pouvais être physiquement. Dès votre enfance donc. Très jeune, dès qu'on est un peu agité. Et après, le goût de la compétition est venu parce que j'ai vite compris que ça me permettait de sortir des centres. Donc c'était aussi une belle carotte d'aller visiter le monde à travers le sport. Et là, vous étiez en France à ce moment-là? Oui, oui. Je suis arrivé à l'âge d'1 an et demi en France. Donc, et qu'est-ce que ça vous a apporté justement dès votre enfance, justement le fait de faire du sport et brillamment, parce que vous étiez plutôt bon en sport, quoi, alors que vous avez un véritable handicap au niveau des membres, de tous les membres, voilà, c'est pas évident de... Déjà quand physiquement on est amoché et qu'on s'aperçoit qu'on fait un joli pied de nez au destin en
par son physique, avoir une forme de reconnaissance, c'est important. Et en plus, c'est vrai que quand on est qu'on a un peu d'énergie et qu'on s'amuse à taper sur la tête du voisin parce qu'on n'a pas forcément le langage ou les bons codes pour s'exprimer, et que d'un seul coup, on est puni, alors que dans le sport, au contraire, si vous dégommez l'autre, on choisit le bon sport, on vous celui qui va aller, donc, et on choisit le bon sport voilà, aussi. il faut juste voilà, donner pour du sens un canaliser petit peu à cette énergie. Donc il y a plein de choses, c'est vrai que voilà, entre être puni parce qu'on a un peu cogné fort et puis être récompensé parce qu'on s'est défoulé et qu'on a gagné la médaille et que tout le monde trouve ça extraordinaire ce que vous faites. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas non plus chercher midi à 14h. Le sport donne un sens pour des gamins comme moi qui avaient énormément d'énergie mais qui ne savaient pas comment utiliser cette énergie. Et quels étaient déjà vos rapports avec les autres enfants quand vous étiez petit, des enfants valides qui faisaient peut-être aussi du sport? Est-ce qu'on se mélange véritablement à cet âge-là? Les gamins sont très cruels entre eux, donc on a toujours un rapport de force, on doit exister. Donc on arrive à un âge où, quand on arrive surtout à l'âge de l'adolescence, où on est dans la confrontation avec l'autre, on doit faire sa place, quoi. On doit tuer un petit peu tout ce qui fait autorité pour créer sa propre autorité et exister. Donc c'est sûr que le sport permet on va dire, de mettre un peu d'eau dans son vin et d'avoir un espace où on peut vraiment s'exprimer, exister, et avec des règles qui nous permettent de dire, bon bah ok, là je suis le plus fort, les autres l'ont reconnu, et puis à côté de ça, le fait d'être reconnu plus fort, ça t'évite de faire d'autres bêtises, parce que voilà, comme tu es plus fort, tu as aussi ta force te donne des responsabilités, et donc tu prends soin des autres et tu fais attention aux autres et tu essaies d'aider ceux qui sont un peu plus faibles, quoi. Et là finalement on se dit que les priorités c'est plus le handicap, on n'y pense plus. Quand on voit qu'un enfant est performant en sport, même s'il a des prothèses, il arrive à être, comme vous dites, il arrive à être fort, voilà, quand on est dans et à s'affirmer. Quand on est dans une institution, les choses sont un peu comme dans une prison, comme dans tout lieu clos. Il y a des rapports de force, évidemment, il y a des rapports de force qui s'établissent. Et puis il y a d'autres rapports de force, mais qui ne sont pas que physiques. Nous, on avait des copains myopathes, c'était un peu les cerveaux. Souvent, il y en avait quelques-uns qui nous faisaient faire des conneries parce que nous, on était un petit peu âgés. C'était organisé, quoi. Oui, il y a toute une petite vie, c'est une toute petite société. C'est un microcosme, mais il y a des choses qui se passent qui sont assez intéressantes, quoi. Et puis d'un seul coup, on se dit, tiens, cet enfant grandit. Le basket. Cet enfant grandit, il est passionné par le basket, et on dit, écoute, t'as pas de main, faut faire un autre sport. Et puis tu dis, mais on me mettait à la natation, je m'entraînais quasiment pas et je gagnais plein de médailles. Et je sais pas pourquoi j'étais passionné de basket, quoi. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Guillaumard, qui était au cercle sportif de l'Institut national des invalides, qui m'a donné ma chance au basket. J'ai commencé le basket en 87 et puis en début 93, j'étais en équipe de France. Le palmarès, c'est quoi le vôtre? Je suis triple champion d'Europe et j'ai été plusieurs fois champion de France avec mon club. Alors, CAPSA. D'abord, ça veut dire quoi, CAPSA? Ça veut dire Cap Sport, Art, Aventure, Amitié. Voilà. Donc c'est une association qui est née d'une équipe de basket qui au départ s'est dit, au lieu de monter juste un club de basket, on va essayer de fédérer nos passions. Moi, j'avais fait pas mal d'humanitaire. On avait d'autres copains qui étaient plutôt artistes, d'autres amis qui ne pouvaient pas faire de sport à la suite de leur handicap ou de leur maladie. Et donc, on s'est dit, autant utiliser notre énergie et ce qu'on est pour donner du sens, pas juste être un club classique. Donc, on a créé Cap Sport, Art, Aventure, Amitié, donc utiliser ces outils universels qui sont le sport, l'art, la culture, pour essayer de faire évoluer le regard vis-à-vis du handicap. Et puis un petit peu booster un peu les gens. Notre slogan c'est venez avec vos différences. Non, ça c'est l'autre. Le slogan c'est le droit à la différence contre l'indifférence, mais aussi au niveau des personnes handicapées elles-mêmes, de dire de ne pas rester dans cette espèce de culture de la victimisation. Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé cette émission Renaître par le sport, parce que voilà, il faut s'ouvrir au monde, il faut se trouver une autre vie quelque part, il faut se dire qu'on a une place qui n'est pas réduite simplement à son handicap, quoi. Exactement, et dire que la pathologie peut être là, mes mains ne reposeront pas, mes jambes ne me reposeront pas, mais par contre, à côté de ça, le contenu de ma vie dépend de moi. Elle ne dépend pas de mes doigts de pied, elle ne dépend pas de mon fauteuil, elle ne dépend pas de mes prothèses. Et c'était plus ce côté-là qu'on avait envie de montrer, non seulement aux personnes handicapées, mais aussi aux valides, en disant, mais attendez, arrêtez d'avoir cette logique de penser qu'une personne handicapée peut être plus faible. Et donc nous, on va rendre service aux valides et on va intégrer des valides dans le monde du handicap. Donc on a mis des valides sur des fauteuils. On a tout un programme qui s'appelle Cap Class où on va dans les écoles faire de la prévention et de la sensibilisation au handicap. On le fait dans les prisons, on le fait dans les entreprises. Et on essaye un petit peu d'inverser le regard. Et d'être ceux qui apportaient vraiment beaucoup aux autres. Beaucoup, voilà, qui avaient une vraie richesse à faire partager. Je pense que c'est pas le handicap, c'est l'expérience. Oui, voilà. C'est la richesse, exactement, la richesse de vie qui fait que on est des humains et tout
n'est que transmission. On n'a rien, quand on est une petite chose toute fragile, et c'est les anciens, le savoir, qui nous donne cette force. Et si on coupe cette expérience, nous, en tant que personnes handicapées, on a une forme d'expérience et on doit la retransmettre. Parce que, et je souhaite à personne de vivre les douleurs qu'on a vécues ou tout ça. Et donc, on a ce devoir-là de dire aux gens, attention, la vie, elle vous fait un cadeau, mais elle va vous mettre des pièges. Pour certains, vous allez pouvoir l'éviter. Oui, vous avez quand même un sens de la responsabilité avec un grand R, peut-être plus accru, parce que vous avez dû franchir des étapes. Et finalement, peu de personnes sont obligées de franchir des étapes. La vie parfois coule comme un long fleuve tranquille. Vous, non. Il a fallu à chaque fois se battre pour accéder à quelque chose. Quand on accepte le combat, c'est plus facile. Puis quelque part, comme on est tous des handicapés en sursis, prenez conscience que voilà, que la difficulté ça que peut l'on arriver vit. à tout le monde. Exactement. Pensez pas aux personnes handicapées, pensez à vous. Et vous verrez qu'aujourd'hui, si vous mettez des rampes, des escalators, des ascenseurs, de ce que vous voulez, et ben demain, quand vous aurez atteint un certain âge, et ben vous serez bien content. Ou si demain vous êtes enceinte, voilà. C'est plus dans cet esprit de l'évolution et de donner un sens aux personnes handicapées. Pourquoi on sauve des vies aujourd'hui? Voilà. Il faut que la finalité, c'est que si on a sauvé la vie de quelqu'un sur le bord de la route, c'est pour en faire un mort-vivant. Écoutez, il n'y a pas besoin. Bien sûr. Avec le trou de la sécu, on fait vite des économies. Mais qu'on aille jusqu'au bout de nos responsabilités, qu'on assume ce fameux héritage de l'humanité, de continuer à compenser et puis de tendre la main à celui qui, à un moment donné, se sent plus faible. Et souvent, ceux qui sont plus faibles, c'est pas forcément celui qui est en fauteuil, ou celui qui est aveugle, ou celui qui est handicapé mental. Absolument. Des gens qui sont en très bonne santé. Oui, puis vous avez quand même acquis une force quand même psychologique, ça faut quand même le dire. Vous avez quand même une longueur d'avance sur beaucoup de personnes valides. Et ce qui fait que peut-être vous appréciez mieux la vie à sa juste valeur et de sa richesse, la beauté de la vie. Je ne dirais pas valide sur des personnes, tout simplement. On a chacun notre parcours d'histoire, on arrive à un certain niveau. Et quand on arrive à un certain niveau, c'est plus facile d'envoyer la corde en bas et d'aider à monter les autres que quand on est en bas de balancer la corde en haut, quoi. Voilà. Alors une autre histoire de vie qui commence non plus pas trop bien, parce que tout part d'un accident et de la survenue du handicap, donc c'est la vôtre, Marc Molot et Philippe Marin. Mais cette histoire va aussi se poursuivre de façon magnifique, puisqu'elle va aboutir à la création de voiles au large et de tout un tas d'aventures et de démarches, un petit peu de la même façon que ce que nous expliquait Riyad, avec un véritable envie de vivre et de croquer la vie et de profiter de sa richesse et de la faire partager. Alors Marc Molot, voilà, racontez-nous ce qui vous est arrivé et de quelle façon vous avez voulu transformer un peu ce coup du sort. C'est un peu un parcours qui est en parallèle et en même temps très différent de Riyad, quoi. Moi, je ne suis pas né avec un handicap, donc j'ai eu un accident. Et à partir de ce moment-là, on m'a mis dans le monde des handicapés. On m'a catalogué là-dedans. Il a fallu que, moi qui voulais faire de la voile par exemple, il a fallu que je crée la propre structure au départ, parce que personne ne voulait nous accepter. Il y avait aucun aménagement de fait, etc. Et surtout, il y a un manque de volonté de vouloir inclure dans les clubs dits valides des personnes handicapées. Donc à partir de cette exclusion, de ce rejet, est né Voile au large. Alors l'histoire commence dès les centres de rééducation, c'est ça, hein? Dès la sortie des centres de rééducation. Puisque au bout de 9 mois de rééducation, on te dit salut, ça y est, tu es rééduqué, tu peux rentrer chez toi, tu peux tout faire. Alors qu'en réalité, tu ne sais pas faire grand-chose. Voilà. On vous lâche un peu dans l'interrupie, a fortiori l'accès au sport. Comment est-ce que vous étiez sportif avant d'avoir votre accident? Je faisais du judo, je ne faisais pas du tout de la voile, quoi. Mais j'ai choisi la voile pour le côté liberté, et puis je voulais un peu larguer le fauteuil du regard. Alors, vous rencontrez Philippe, je crois, dans le même centre de rééducation? On est nés quasiment au même endroit, quoi, on peut dire. Voilà. Alors, Philippe, à vous, votre histoire aussi, racontez-nous. Un peu similaire à celle de Marc. Moi aussi, je suis un accidenté de la route. C'était en voiture. J'avais 20 ans à l'époque. Et moi, je suis resté longtemps. Je suis resté 1 an et demi au centre de rééducation. Et on va dire qu'avec cette jeunesse, finalement, c'était plutôt un avantage. Parce que tout était à faire et à construire. Donc, j'avais pas trop à me retourner derrière pour voir ce que j'avais fait. Bon, évidemment, vis-à-vis des études, beaucoup de choses ont changé. Mais au sortir du centre de rééducation, il s'est passé plusieurs choses. Notamment, on est venu un peu me recruter
Parce qu'il faut savoir que dans les centres de rééducation, la première des choses qu'on vous propose, c'est évidemment de faire du sport. Mais c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est pas du prosélytisme, c'est vraiment... C'est très très bien, parce que l'école du sport, c'est une continuité à la rééducation qu'on nous apporte dans le centre hospitalier. Comme disait Marco, quand on sort de l'hôpital, en effet, on sait faire peu de choses. Et puis surtout, psychologiquement, on est encore très très faible. On a plus l'impression d'être spectateur plutôt qu'acteur. Et l'avantage du sport, c'est vrai, ça a été tout de suite de se familiariser avec, on va dire, ce nouveau corps, entre guillemets, plutôt du moins les nouvelles mobilités de ce corps. Donc moi j'ai été enrôlé dans une équipe hier, qui était une équipe hier handisport. Ces termes. Ah bah ouais. Enrôlé, on aimait. Non, parce que je dis ça parce que ça s'est fait de manière assez vive. On m'a dit bon, t'es jeune, t'es dynamique, viens avec nous. Bon, moi j'avais. Remarquez, est-ce qu'on a peut-être besoin aussi d'être un peu secoué? Oui, mais bien sûr. Parce que c'est quand même certainement à tout niveau extrêmement dur. Bien sûr, on a besoin d'être secoué. Du jour au lendemain d'avoir continué sa vie par un centre de rééducation à cause d'un accident. Mais comme disait Riyad tout à l'heure, en effet, quand on est une toute petite chose fragile et puis on a besoin de se construire. Alors il se passe des choses avec ceux qui nous entourent et le chemin qu'on fait vers eux et le chemin que eux font vers nous. Et puis aussi il y a quelque chose au fond de nous, une flamme qu'on doit essayer de rendre vive, d'augmenter. Hein. Et il est vrai que quand on vient d'avoir un accident, quel que soit l'âge, surtout après les 20 ans où on a commencé une vie de famille, etc., on croise des gens dans les centres de rééducation qui sont plutôt dans un tunnel, plutôt sombre. Et le travail de voile au large, c'est de venir un petit peu rallumer cette lumière. Donc voilà, le parcours, il est simple. Hein. Je suis sorti, on m'a dit viens faire du basket. Le basket en équipe, ça a été très bien parce que j'ai appris à tomber de mon fauteuil, j'ai appris à remonter sur mon fauteuil en comptant sur mes collègues. J'ai appris à prendre des baffes quand l'arbitre avait le dos tourné, parce que ça, c'est très violent le fauteuil, le basket en fauteuil, c'est très très violent. Il n'y a plus personne qui va venir au basket. Non mais c'est normal parce que il y a du contact. Des gens heureux quand même. Mais bien sûr. Ça mène après à traverser l'Atlantique. Allez savoir. Donc il y a du contact, il se passe des choses vraiment importantes quand on sort de... On peut prendre l'exemple quand on a eu un accident de la Renaissance. C'est-à-dire que c'est vrai, Philippe Marin d'avant est mort. Non, c'est ça, c'est aussi l'objet de votre présence ici. Voilà. Vous êtes rené, il y a eu une renaissance, on va dire. Suite à l'accident et suite à la rééducation, il y a une renaissance. Donc il faut tout réapprendre. Entre guillemets, paradoxalement, il faut peut-être apprendre à marcher avant de savoir courir. Et même sur un fauteuil, l'image est possible. Marc Moello, alors, qu'est-ce qui fait quand même qu'on est à ce point, on a à ce point envie de s'en sortir, de renaître, de vivre quelque chose de nouveau, de puissant et de positif, qu'on se tourne vers la traversée de l'Atlantique? C'est quand même une idée, il faut quand même être gonflé, et c'est ce que vous avez fait. C'était un vieux rêve, non, c'était un rêve au départ. Il y a eu, ça s'est passé par étapes, évidemment. Donc au départ, il a fallu tout créer en fait, puisque les voiliers qu'on possède, c'est les seuls aménagés pour la vie à bord et pour les manœuvres. Pour qu'une personne... Voilà, donc forcément du matériel adapté, extrêmement étudié, parce que voilà, on est quand même largué... Ce sont des prototypes, donc ça a été fait de façon empirique. Donc au départ, on a acheté un bateau, on l'a aménagé, on s'est aperçu que certains aménagements ne marchaient pas, ne fonctionnaient pas. On s'est entraîné en mer. Mais petit à petit, on a réussi à être de plus en plus résistant, endurant, et à rendre ces aménagements comment dire, corrects et voilà, efficaces, et puis vous emmenez au bout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous aviez envie de prouver à vous-même et au reste du monde par cette traversée? C'est pas anodin quand même. Il y a un symbole dans la traversée de l'Atlantique. C'est ça, c'est un défi qu'on se lance déjà à nous-mêmes, et puis quelque part on savait qu'à travers ce défi, on arriverait à tirer en avant plein de gens, puisque dès le départ, Voile au large a voulu s'intéresser aux gens qui étaient dans les centres de rééducation, puisque c'est là qu'on est né. Et donc, en faisant un défi pareil, on arrivait à donner une image positive de l'handicap. Et c'était ça. Écoutez, il était impensable de parler de cette aventure sans en voir des images, de magnifiques images sur votre traversée fabuleuse atlantique. Puis on verra, il y a aussi un passage sur la pédagogie, on en parle juste après, parce que vous avez aussi pour vocation d'accompagner les personnes qui viennent d'être touchées par le handicap à se réapproprier leur corps et voilà, à finalement vivre votre cheminement à leur tour. Donc ce sont des images qui sont extraites du film La mer à tout prix, un superbe documentaire réalisé par Vincent Dezombre. Alors attention, je vais faire du prologue, c'est le professeur Cabrol qui donne comme d'habitude.
Ça bouge, c'est pas évident. René Sabran, donc centre de rééducation fonctionnelle, où on reçoit des gens qui viennent d'avoir un accident de la vie. Souvent c'est de la route. Voile au large est présente là-bas, au mois de juin. Le but c'est d'être porteur d'un message à travers l'activité voile. Et on essaye de faire en sorte que ces gens-là comprennent que malgré le flou et l'obscurité dans laquelle ils se trouvent, il y a une petite lumière qui peut s'allumer. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, bonjour à tous et merci d'être venus. On va vous présenter l'association Voile au large qui fait faire de la voile à des personnes handies et valides ensemble. Et on se bat depuis 6 ans pour donner une image positive de l'handicap. Et on essaie de démontrer que si on ne met pas en situation d'échec les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées globalement, eh bien, elles peuvent même traverser l'Atlantique, puisque cette année d'ailleurs on l'a réalisé Philippe, Yves et moi. Voilà. On est parti donc de Marseille le 11 décembre avec un fort temps, puisqu'on a eu un vent de force 8 à 9 en rafale aussi, avec un vent poussant. Donc un vent au portant qui nous a permis de faire Marseille-les Baléares en 44 heures, ce qui n'est pas très mal. Donc on a fait une première escale après avoir essuyé 3 personnes à mobilité réduite sur un voilier qui partent pour traverser l'Atlantique. Voilà. Donc en 38 jours de mer, on a rallié Marseille à Pointe-à-Pitre. Avec la particularité que ce soit une première, on pense, une première mondiale, puisque sans assistance et sans personne valide à bord, on a pu vivre sur le bateau grâce aux aménagements. Donc on a prouvé qu'il était possible de faire ce genre de choses. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Les filets, donc on se déplace à l'intérieur dès que le bateau est à la gîte, un peu comme l'homme araignée, hop, on s'attrape, ou les poignées dans les bus. On a une comparaison plus raisonnable. Donc là, la petite descente, plutôt au rappel, quoi, hein. Donc il ne faut pas lâcher le vérin. Le ballon. On a tout fermé. Fermez les écoutilles. Ça va prendre tout dans la gueule. En Atlantique, on a découvert ce que ça voulait dire, l'Atlantique un peu en colère, avec des grosses vagues, avec une nuit à veiller, parce qu'il y avait un force 8. Et là, je peux dire que c'était quelque chose d'assez impressionnant quand même. On se dit qu'on a de la chance d'assister à ce genre de spectacle. On a l'impression d'être privilégié et que les éléments jouent une scène uniquement pour soi-même. Tourne maintenant. Voilà, encore, voilà, yes, continue. Yes. Donc, le samedi après-midi, Voile au large organise des sessions en mini-J avec ses stagiaires, ses membres adhérents. Voilà. C'est le plus important, je pense, de bien montrer, enfin justement de ne pas séparer les invalides des valides, sans qu'on se soucie si on se dit est-ce qu'on peut pas, non, tout le monde peut le faire et le fait du mélange, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Ouais. Emmanuel, bravo, tu t'es régalé? C'est Emmanuel qui gagne les régates? Yes. C'est vrai? Yes. C'était génial, vraiment. Non, vraiment, c'était très très chouette. Voilà, je me suis dit à un moment donné que finalement j'allais rester toute la nuit là, ça allait être très très bien, quoi. Voilà. J'ai juste en fait un handicap à une jambe qui me l'invalide complètement, c'est-à-dire que j'ai pas de flexion ni de la hanche, ni du genou, ni du pied.
En attendant, c'était ta première, tu t'es régalé. Tes angoisses du début, un petit peu tes peurs du début, elles ont vite disparu. Ah ouais. Enfin, vite. Non, toutes les premières fois, toutes les premières fois où ça a penché, les premières fois où le vent il rentre dans la voile, tout ça, toutes les premières fois. On n'a qu'à voir un peu la réaction d'Emmanuelle qui arrive et qui a un sourire énorme alors qu'elle est partie avec un petit peu d'angoisse. Bon, c'est pas que je suis habitué à le voir ça, mais c'est ce qui se passe souvent, que ce soit auprès des centres de rééducation, des gens qui sont encore hospitalisés, bon, à qui on fait faire un peu de voile. On voit bien la différence du visage, de l'attitude et de quelque chose de nouveau. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'on s'est rendu compte que on pouvait faire des choses. Et sur un bateau en plus. On n'est plus sur la terre. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Et nous, ça nous ravit quoi, de pouvoir de faire passer cette expérience-là. Alors, Marc, une dimension importante, on le voit dans ce film, bon, au-delà bien sûr l'exploit magnifique, une dimension importante de l'action de voile au large, c'est bien sûr la pédagogie. Alors comment agissez-vous justement avec ces personnes qui viennent à vous, voilà, pour peut-être leur donner envie de faire du sport et de tout simplement se familiariser avec leur handicap nouveau? En fait, on mène deux actions qui sont indépendantes et en même temps, on les mène de front. Puisque un mois par an, on va dans les centres de rééducation, on tape carrément aux portes des chambres pour dire aux mecs, venez, sortez, etc. Venez déjà prendre l'air, etc. Et puis surtout, essayer de transmettre nos connaissances de l'handicap, nos connaissances de la gestuelle à bord. Comme ça, ils apprennent à être beaucoup plus autonomes quand ils retournent à domicile. Et ensuite, on a une activité régulière où là, ce sont des gens qui sont volontaires, qui viennent d'eux-mêmes. Et bien sûr, l'approche de la voile est déjà plus facile, quoi. Riyad, vous m'avez dit quand on voilà, préparait l'émission qu'il y a les personnes handicapées doivent un peu se surpasser pour prouver finalement qu'elles peuvent faire de belles choses. Là, on est dans ce cas particulier. Il faut quand même aller un peu plus loin qu'une personne valide pour se faire connaître, pour faire connaître son action, pour montrer sa richesse. Malheureusement, oui. Mais c'est peut-être le prix de l'émancipation, on passe par là. C'est obligé de montrer plein d'exploits, etc., pour faire parler plus de toi. Et pour montrer que les personnes handicapées ne sont pas des points inertes devant la télé en train de... Oui, c'est un peu ce qu'on attend en fait. On a envie, voilà, c'est peut-être finalement, puisqu'on est dans le domaine de la performance physique, qu'elle soit simple ou qu'elle soit comme ça sophistiquée dans une action sportive, c'est peut-être on a envie qu'effectivement les personnes handicapées nous prouvent qu'elles peuvent faire comme les autres. J'avoue que pour moi l'exploit aujourd'hui, c'est pas forcément de faire des exploits, c'est de vivre simplement et naturellement sa vie, de pouvoir s'assumer. Et c'est vrai que malheureusement dans le monde du handicap, comme pour une femme dans certains domaines ou pour des gens de couleur, ou il y a tellement de raisons qui fait qu'à un moment donné, quand vous choisissez un chemin, vous êtes obligé d'en faire 100 fois plus que les autres. Et en même temps, c'est spectaculaire, c'est beau, et ça donne toute la noblesse à la personne qui arrive à aboutir sur ce rêve. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que ça risque d'écraser les autres. Et d'autres personnes se diraient, moi, si je ne suis pas capable de faire ça, alors j'ai aucun intérêt à vivre. Pas du tout, au contraire. Nous, on essaye de secouer les consciences. Ce qu'on reproche, nous, journalistes, c'est de mettre en avant les actions exceptionnelles, parce que c'en est quand même. Et il y a des tas de personnes handicapées qui ne peuvent pas le faire, tout simplement. Et puis on néanmoins une vraie richesse d'être humain, quoi. Une vraie humanité. Il ne serait pas en fauteuil, ça serait pareil. Il y a le déclic, on a ça, comme il disait, on a cette flamme en nous. Ouais. Et il y a l'occasion, la rencontre. Alors des fois, ça ne se déclenche jamais dans sa vie. Mais au départ, on a vraiment tous cette petite flamme qui fait que... Et puis il y en a qui connaissent leur flamme et qui n'ont pas forcément envie de faire quelque chose d'extraordinaire, même s'ils sont extraordinaires. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège. Moi, j'avais besoin de ça pour exister parce que voilà, c'est ma nature. D'autres aussi. Mais on fait ça et si on peut l'utiliser dans un terme pédagogique, pour le transmettre, pour donner à d'autres, juste de dire, ok, juste une vie de plaisir, de bonheur, d'avoir une famille, d'avoir un boulot, d'avoir quelque chose, c'est déjà énorme. Ce que je voulais dire, c'est que la renaissance, elle est peut-être pas si flagrante que cela. Peut-être qu'on est dans la continuité de ce qu'on était soi-même à la naissance, handicap ou pas, quoi. Bien sûr. Quelque part. Bien sûr. La renaissance aux yeux du monde, par contre, sur le monde, parce qu'il faut quand même se monter des projets comme ça. Et puis on change de vie, on change de métier, enfin ce qui a été un peu votre cas. Mais néanmoins, on était comme ça au départ. Je pense qu'avec toutes les personnes que vous allez rencontrer, il y a une énergie, il y a des gens qui vont avoir des problèmes dans leur vie et qui ne prendront pas, on va dire, ces emmerdes comme pour en transformer, pour faire de l'engrais et faire apporter des fruits. Et d'autres qui, d'un seul coup, ont une nature à dire, mais attendez, mais moi je veux pas ça. Donc, qui vont se battre, qui vont utiliser leurs problèmes et essayer d'amener des solutions, pas que pour eux, pour les autres aussi. Donc je pense que
c'est un ensemble de choses qui... c'est pour ça que je fais toujours attention, parce que moi on me dit, j'ai souvent entendu ça, ouais mais Riyad, toi t'es extraordinaire. Je fais, oula, attention, je suis pas plus extraordinaire. Je suis énergique, peut-être un peu plus. Sauf que moi j'ai une vision des choses et du monde par rapport à ce que je suis, point barre. Mais il faut surtout pas... Marc, un petit mot, Philippe, et après on ira voir nos autres amis des Lorsqu'on débarque comme ça dans le monde de handicap suite à un accident et qu'on reste pendant des mois dans un hôpital, on peut observer les gens qui sont très lourdement atteints et qui vont se battre pour allumer la télé, pour manger. Et ça donne un putain de courage. Tu vois le mec, tu dis pétard, merde, je le crois pas et je me plains moi. Et à partir de là, soit tu te boostes, soit tu es un abruti. Ah vous êtes une véritable leçon de vie pour tout le monde, ça c'est clair. C'est vrai, c'est rien de le dire. C'est pour ça, pour continuer là-dessus et rebondir sur ce que disait Riyad, le fameux piège, justement, il est là aussi, dans le sens où, bien souvent, vis-à-vis de la traversée, on nous a dit quel exploit. Alors, on a eu l'impression, en tant que personne handicapée, de s'émanciper par l'exploit. Et moi, là, je dis gros piège. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est obligé de se surpasser. On est obligé d'avoir des caractères comme Riyad, comme Marc, comme le mien. Et si on n'a pas ces caractères-là? Et si on est quelqu'un de plus tranquille? Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de l'exploit pour s'émanciper en tant que personne handicapée? Ah mais ça c'est la société qui veut qu'on soit des gens exceptionnels. Les femmes on leur dit d'être minces comme les mannequins des magazines, les hommes d'être performants, à tous d'avoir un super boulot. Non mais attends, je crois que c'est un peu un tic de notre époque, du monde moderne, où la faiblesse, la fragilité n'a pas sa place. En gros voilà. C'est pour ça que je trouve que l'émancipation de la personne handicapée, et quelle que soit la personne en difficulté, ne devrait pas passer par un exploit aux yeux de la société, aux yeux du grand public. L'émancipation, elle doit passer juste dans son état de citoyen, que ce soit à travers l'emploi. On peut rebondir parce qu'il y a une semaine, on est dans l'actualité. C'était la semaine pour... On en a parlé, mais peu de choses avancent. Voilà. Donc moi je dis tout le temps, pour s'émanciper, pourquoi être obligé de passer par des exploits dits et reconnus, et pourquoi pas tout simplement être dans la citoyenneté, avoir un travail, être employé, avoir l'accès à la culture, au sport, au tourisme, au transport, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui en France. Bien sûr. Mais c'était important quand même pour nous de rêver avec vous, c'est tout. Là on n'est plus, c'est pas une question de handicap, c'est que vous avez fait quelque chose de magnifique. Ce voyage, cette traversée magnifique. Alors, Christian Lomorant, c'est la renaissance par le sport, ça peut aussi se traduire par de la réinsertion sociale, tout simplement. Oui, tout à fait. Des valeurs véhiculées par le sport. Alors, racontez-nous un petit peu comment l'école Nbontaise de karaté-do, donc lauréate l'an dernier de Fais-nous rêver, eh bien, agit pour aussi permettre à des personnes de recréer du lien social, de sortir de chez elles, des personnes défavorisées. Voilà, le sport, là aussi, un vrai coup de pouce pour elles. D'accord. Alors, avant de commencer, je vais rebondir sur ce qui a été dit là, parce que bon, moi je suis handicapé, quoique en sursis. Oula. C'est que le docteur t'a pas encore tout dit. Et donc, ce que je trouve extraordinaire dans les témoignages que je viens d'entendre, c'est toute une question de détermination, une question d'envie et une question à un moment donné de partager des choses. Donc l'association, elle est née de ça. Moi, par rapport à mon parcours aussi de karatéka, moi je suis issu d'une famille nombreuse, les arts martiaux ça coûte cher. Et quand j'étais plus jeune, il a fallu que mes frères et sœurs payent mes cours de karaté pour pouvoir suivre des professionnels. Parce que moi j'ai toujours été entraîné avec des professionnels en karaté. Donc je suis aussi animateur sportif dans une mairie et justement c'est un petit peu le regard que les institutions peuvent avoir, ou le mouvement sportif, c'est-à-dire à un moment donné, moi j'animais des séances de karaté dans la municipalité et le soir j'allais en association, donc il y avait les gens qui pouvaient payer et les gens qui ne pouvaient pas payer. Donc quelques années après, ça s'est passé naturellement, nous on a voulu mélanger les publics, donc on a travaillé nous pendant des années sans aucune assurance parce que la collectivité, la mairie ne pouvait pas assurer les gamins qui avaient pratiqué en association et la fédération ne pouvait pas non plus assurer les enfants qui venaient pratiquer dans le milieu associatif. Et justement, nous, on a été primés parce qu'à un moment donné, on a réussi justement à faire travailler tout le monde ensemble. Voilà, par un système de convention, mais il a fallu attendre 10 ans pour sortir cette fameuse alors vous êtes très attaché, c'est important parce que la vocation de Solidarité, c'est de parler de l'engagement associatif en tant que tel, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. C'est important de voir aussi que vous travaillez, vous voulez créer un réseau véritablement avec la collectivité, avec les pouvoirs publics, avec les institutions. C'est très important finalement de travailler ensemble pour faire avancer les choses. Oui, toujours, je pense que... le réseau, c'est hyper important déjà pour travailler, créer un esprit d'équipe autour des gens qui sont en difficulté.
Et donc, rien n'est plus important que le mouvement sportif, parce que les associations sont vecteurs justement des gens qui sont de toutes catégories sociales. Nous, on a par exemple des directeurs d'école, des policiers, des artisans, et donc tout se passe naturellement dans la rencontre, dans le cours de karaté, et c'est plus le jeune qui va incognito frapper une porte pour rechercher un emploi ou. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est vrai. Là, on crée du lien, voilà, de façon par le sport. C'est ça. C'est finalement une espèce de fil conducteur. Et quels sont alors les jeunes qui sont peut-être les plus marqués par la vie? Justement, je parlais de ces jeunes défavorisés, parfois qui ont des problèmes avec la drogue et tout. Voilà, comment ils s'adressent à vous et de quoi ils ont besoin lorsqu'ils viennent vous voir? Alors, et justement, depuis, moi je suis 15 ans dans cette orientation-là, il y a plusieurs publics. Il y a les jeunes qui fréquentent des structures municipales comme les maisons de quartier. Il y a les jeunes qui ne fréquentent pas les maisons de quartier. Là, on parle des enfants, mais qui sont, qu'on appelle ça, reconnus par le CCAS. Donc là, c'est carrément le rôle des assistantes sociales qui disent allez dans ces associations-là parce qu'il y a la possibilité de pratiquer sans rien payer. Et il y a aussi les adultes justement qui sont dans le qu'on appelle ça, dans le fichier au niveau du CCAS. Moi, les jeunes, nous qu'on touche au niveau de la maison de quartier, ils veulent pas fréquenter les associations parce que pour eux, association, c'est porteur de règles, c'est porteur d'exigences, c'est porteur un kimono. Donc nous, on les accueille dans un espace informel. Et vous avez tout à leur réapprendre quelque part de certaine façon? Non, pas tout réapprendre. Ils connaissent déjà plein de choses. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on réapprend rien, on apprend surtout à observer, à connaître. Et à un moment donné, quand ils sont prêts, ils viennent dans les associations. C'est-à-dire que nous, on a un espace informel où là, on leur donne la possibilité de suivre des cours techniques et ils font ce qu'ils veulent sans la lourdeur de la discipline, c'est-à-dire les horaires, la tenue, la difficulté technique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est pas anodin de faire du karaté. C'est quand même leur donner des outils, quand on parle de renaissance, de réinsertion, peut-être leur apprendre à se battre, mais de façon constructive. Ce qui est un peu l'objet des arts martiaux, on se bat, mais on construit, on produit. Et est-ce que finalement, vous arrivez aussi à transmettre ces valeurs du karaté en lui-même chez ces jeunes-là? Déjà, on part d'un principe que la vie est un combat. Nous, quand on a des enfants qui sont hyperactifs ou même agressifs, c'est pas un problème. Pour nous, la violence que certains publics peuvent porter, ils vont se rendre compte rapidement qu'une violence qui est complètement désorganisée se retourne contre soi. Quelqu'un qui est violent, qui pratique d'une façon désorganisée, va se blesser toute seule. Et le but après, c'est justement à travers la pratique, de rééquilibrer un petit peu cette énergie-là. Et aussi le rôle de l'association, c'est que il y a tellement de règles, le mukso du début, la vie en groupe, et rapidement, quelqu'un qui veut vraiment s'éprouver, on a aussi des champions dans notre club, dans notre école de karaté, et quelqu'un qui veut vraiment s'affronter, on lui donne aussi, qu'on appelle ça, les partenaires à la hauteur. Mais il n'y a pas de jugement de valeur, aucun cas il y a un jugement de valeur. Et vous m'avez dit qu'il y a, brassage là aussi de plusieurs milieux sociaux, c'est très important, et qu'il y a une grande solidarité entre les jeunes. Vous m'avez dit que s'il y en a un qui n'est pas là pendant plusieurs jours, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de jeunes qui vont aller frapper à sa porte pour voir ce qui se passe. Bien sûr. Ça, c'est sympa aussi. Bien sûr, et même s'il y en a un qui... Nous, on a un règlement intérieur dans l'association. S'il y en a un qui se tient mal à l'école, rapidement, il peut être exclu momentanément des cours. Ah oui, ça va loin. Oui, ça va loin, bien sûr. Et vous avez eu déjà de belles histoires de vie, de jeunes qui ont vraiment été transformés par ce parcours-là? Tous les jours, moi j'ai des jeunes ou des adultes maintenant qui sont des amis. Ils pratiquent, naturellement, et on se voit régulièrement. Ils ont trouvé un boulot, et vivre tout simplement sa vie à travers la pratique, quoi. Alors, renaître par le sport aussi. Alors, on va voir ça avec vous, Manuel Gomez. Ça peut signifier aussi sortir d'un enfermement, souvent un enfermement d'origine culturelle, d'origine sociale, un enfermement familial. C'est le cas de nombreuses jeunes femmes qui vivent donc dans des quartiers sensibles, qui sont un peu bridées par la culture, par la religion familiale, on peut le dire, un peu d'un autre âge. Et donc, pour aller encore plus loin dans la démarche, eh bien, ces jeunes femmes vont se tourner, grâce à vous, vers un sport d'hommes, le football. C'est là tout l'enjeu de Femmes Plus, présidée par Fatima Karboubi. Je tiens à la saluer, elle est déjà venue chez nous. Bon, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on est de toute façon très très content de vous avoir, Manuel. Donc racontez-nous un peu comment vous allez amener ces jeunes filles déjà à sortir de chez elles et ensuite sur la voie du foot. Parce qu'il faut quand même s'y mettre quand on est une fille. Je parle en connaissance de cause. Non, mais le foot n'est pas forcément un sport d'homme, simplement un sport d'homme. C'est aussi un sport comme tous les autres. Oui, pour lequel les filles
filles ont aussi le droit. Et c'est un symbole de fort. Là pratiquer. encore, on est dans Voilà. le symbole aussi. Hein. C'est un symbole purement latin, en fait, hein, parce que dans les pays nordiques, voire l'Amérique, les États-Unis, Ouais. ce sport, il est plus féminin que masculin aux États-Unis. Nous, on a encore cette idée un peu latine qui rejoint un peu, comme vous avez parlé de religion tout à l'heure, certaines convictions religieuses Oui, puis alors on a musulmanes. quand même des sacrés qui font machos que, dans le voilà, milieu du foot. Hein. qui On les font voit que quand voilà, même il y a des machos. plusieurs fois par semaine à la télé. On Tout à est fait. quand même complètement à fond dans le championnat là, toute l'année. Ouais, tout à fait. Et donc les hommes veulent se garder ce milieu pour eux, alors qu'il y a des filles qui veulent pratiquer. Et puis on a de plus en plus de jeunes filles, aujourd'hui 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui s'adonnent au football dans les parcs. Alors comment justement ont-elles l'idée de venir chez vous? Comment? Parce que je le disais, c'est pas forcément simple déjà d'avoir cette idée, ensuite de sortir de chez elles. Parce que là, je parle quand même aussi, parlons quand même soyons précis dans les termes, il y a des jeunes filles qui sont un peu recluses chez elles, avec ces regains quand même d'islamisme et de fondamentalisme, on les laisse à la maison, le père, le frère, tout le monde veille, donc voilà. L'enjeu, il est là aussi. Dernièrement, j'ai eu affaire à une mère de famille qui a une fille de 7 ans qui m'a dit, moi je ne veux pas qu'elle fasse du football, qu'elle fasse du basket, d'accord, ou du hand, d'accord, mais je ne veux surtout pas qu'elle fasse du football. Quelle raison? Elle a été incapable de me donner la raison pour laquelle elle n'était pas d'accord, alors que la fille est passionnée de foot et veut faire du foot. Donc elle bride la fille. Je suis sûr que vous avez trouvé les arguments pour la convaincre, non? Vous êtes on essaye, ouais, on est en cours là parce que je dois la revoir. Alors, le football aussi a des valeurs liées, c'est une équipe là, autre symbole, je disais que le sport de combat, que l'art martial, c'est des valeurs liées forcément à la solidarité, la cohésion sociale, parce qu'on est un pour tous, tous pour un dans une équipe de foot. En fait, ces filles-là sont renfermées sur elles-mêmes et puis renfermées chez elles de par la culture et la religion. Et le fait de participer justement à une compétition qui est un sport collectif où elles peuvent être en contact avec d'autres copines, d'autres personnes de milieux sociaux différents, ça les permet justement de s'épanouir et puis de réussir quelque chose qu'elles ont envie et de le manifester d'ailleurs. Ça se voit à chaque week-end, chaque entraînement, le plaisir qu'elles ont de se retrouver ne serait-ce qu'1 heure et demie à l'entraînement, alors qu'elles ne se sont pas vues depuis simplement 2 jours ou voire simplement une journée. Bah oui, donc le plaisir de se retrouver entre elles, dans une pratique où elles sont qu'entre elles, et ça, cette émotion-là, cette joie-là, elle est grande. Et puis alors la parole est importante, vous m'avez dit que vous philosophez. Voilà, c'est très important. Vous prenez le temps de parler de la vie en général avec elles, et puis avec elles et aussi avec leur père, leur frère, que vous avez parfois également entraîné. Voilà, la parole est importante. Ce qui facilite un peu les relations, ouais, justement, parce que c'est pas évident pour d'autres, pour lesquelles c'est la première fois elles arrivent sur le terrain, mais pour pas mal d'entre elles, bon, elles sont nées là, elles ont grandi là, et puis comme ça fait 20 ans que je suis là, et que cette association a 3 ans, donc voilà, j'ai vu les frères, les cousins, les pères pousser puis jouer, et donc c'est plus facile. Est-ce qu'elles vont mieux s'insérer ensuite socialement, professionnellement? Je crois que là aussi vous avez des résultats quand même. Oui, maintenant on a des résultats parce qu'on a le cas de filles qui, s'il n'y avait pas eu le football, alors qu'elles sont passionnées de football et qu'elles ne voulaient pas faire autre chose, elles se seraient renfermées sur elles-mêmes, et puis les études ne marchant pas. On aurait fait que de la couture, vous me disiez que la couture et la couture et encore la couture. En gros c'est ça. Et aujourd'hui, grâce au sport et grâce à l'association, elles peuvent se lancer sur des formations, notamment la formation d'initiateur de football pour devenir éducatrice de football, parce que je tiens particulièrement à ce terme éducateur, éducatrice de football, parce que beaucoup utilisent le mot entraîneur qui ne sied pas à la fonction et puis à l'état. Voilà. Donc on est plus dans la citoyenneté, justement dans la convivialité, dans l'amitié, et le fait de pouvoir les amener dans ce genre de formation pour certaines et d'autres vers le commerce, parce qu'on a des filles qui, par le biais du football, ont intégré un magasin de sport. C'est vraiment intéressant. On reste dans le sport là aussi. Parce qu'elle continue sur infirmière, vous m'avez dit, puis aussi des étudiantes, en philo notamment. Oui, une petite en philo qui va reprendre le virus de la philo. Justement ses cours suite à son accouchement, pour continuer dans la philo aussi. Alors, avant de terminer l'émission, je vous propose un petit clip de présentation de la course du cœur. C'est un événement qui se tient chaque année au printemps, organisé par l'association Transforme, là aussi évidemment symbole fort du sport pour la Renaissance, lorsqu'elle permet tout simplement à des personnes greffées de vivre, de revivre. Voilà, on se retrouve dans un petit peu plus d'1 minute.
Alors attention, départ du prologue, c'est le professeur Cabrol qui donne comme d'habitude le départ. C'est parti sous vos applaudissements bien sûr. Pendant qu'on regardait le petit sujet, Riyad, petit coup de gueule rapide, il faut quand même préciser que ces personnes ne peuvent pas les personnes greffées, transplantées, ne peuvent pas faire de la compétition alors qu'elles aussi, elles ont des compétences magnifiques, parce que tout simplement, elles ont des médicaments qui les mettent dans la catégorie des dopés. Alors là, il faudrait un peu faire changer les choses. Monsieur le ministre, vous nous regardez. Je trouve qu'il y a des gens qui ont le fait d'avoir été greffé, en plus de, comme on dit, cette renaissance de refaire du sport et de vouloir faire du haut niveau et d'être condamné à ne pas faire de haut niveau parce qu'on a ce problème de médicaments, je trouve qu'il y a du non-sens là. C'est un peu dommage. Très vite, vos projets. Educasport, c'est quand? Ça s'étend? C'est au mois de mars. D'accord. Le 17, je crois. Je n'ai plus les dates en tête, à Angers. D'accord. Donc Educasport. Et puis pour CAPSA, championnat, premier tour de Coupe d'Europe à Charletti, 9, 10, 11 mars. Basket. Basket. Les projets 2007. On a deux voile au large. Essentiellement, favoriser des clones de voile au large. Et c'est le cas dans le 83 dans le Var, où il s'est créé voile au large 83. Et ensuite la construction d'un nouveau bateau complètement adapté. D'accord. On vous suivra bien sûr. Femme plus. On a 2-3 projets pour 2007, notamment le tournoi de foot en salle féminin qui s'organisera pour la première fois, le mois au féminin qui a lieu au mois de mars, et le chantier féminin aussi derrière. Et enfin, avec le karaté do. Notre gros projet, c'est on a créé une organisation nationale, une grosse association qui s'appelle FSK. Le but, c'est justement de donner la possibilité à l'enseignement du karaté gratuit sous forme de stage une fois par mois. Merci. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous parler très vite d'une opération liée à la journée des droits de l'enfant. C'est en ce moment qui avait lieu ce lundi 20 novembre. C'est Novembre en enfance qui soutient 10 associations investies dans la protection de l'enfance à travers le monde. Jusqu'au 30 novembre, le public peut participer dans le financement de leurs actions en achetant des produits partage. Renseignez-vous dans les supermarchés identifiables donc sur le site www.novembre-enfance.org ou en faisant un don en ligne justement à toutes les associations partenaires. Donc www.novembre-enfance.org. Par ailleurs, à noter une petite rectification dans l'émission Solidarité diffusée mercredi 22 novembre. L'extrait du film Les Montagnes du Silence est en réalité une production Atome, donc toutes nos excuses à Atome que nous n'avions pas cité correctement. Voilà, très bonne journée à tous. Ciao. Merci à vous d'être venus sur le plateau, bien sûr. N'oubliez pas pour le nom d'organe. Et le nom d'organe.